Donc bonjour à tous, on va commencer ce premier micro-trottoir. Alors je suis désolé, le son va être absolument horrible ce soir parce que vous l'entendez, il y a un micro et un gros mégaphone derrière moi. Donc nous sommes avec 5 charmantes dames. Je vais peut-être pas employer demoiselle, désolé. Excusez-moi. Qui étaient donc présentes à cette première édition de Nuit debout à Bordeaux. Alors madame, est-ce que vous pourriez juste vous présenter en quelques mots ? Je suis Dominique, j'ai 54 ans et je suis citoyenne. Je suis Aline, j'ai 55 ans et je suis citoyenne. Bernadette, 56 ans, citoyenne également. Cécile, 46 ans, citoyenne aussi. Je m'appelle Juliette, j'ai 17 ans, je suis citoyenne aussi. Bravo. Alors, donc lycéenne, Juliette. Voilà, ok. Donc c'était au cas où... Vous pouvez être très précoce. Hein. Ça arrive à des gens bien, rassurons-nous. Donc ce soir, la manifestation est plus particulièrement en opposition à la loi travail. Donc vous m'expliquiez, pendant qu'on débattait, que je vous demandais si vous étiez d'accord pour intervenir, que vous n'étiez pas forcément pour ou contre cette loi, mais plutôt par rapport à un ensemble de choses, pas forcément la politique du gouvernement elle-même, mais un ensemble d'éléments qui vous gênaient ces temps-ci. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ça ? Oui, parce que c'est pas exactement ça que j'ai dit. Pardon, excusez-moi. J'ai mal compris. Je disais que si j'étais là ce soir, c'est simplement parce qu'il y a des choses qui vont mal dans le monde. Il y a des gens qui devraient manger qui ne mangent pas. Il y a des gens qui devraient pouvoir trouver un abri qui ne le trouvent pas. Et que dans cette nuit debout, j'y trouve des gens qui sont comme moi, qui ne sont pas d'accord pour que les gens n'aient pas à manger à leur faim. D'accord, ok. Et donc pas forcément par rapport à la situation, alors un petit peu par rapport à la situation en France, mais par rapport à une situation beaucoup plus globale plutôt. Alors, ce n'est pas un protocole. Non, absolument. Non, mais c'était... Non, c'était un clin d'œil par rapport à une conversation qu'on a eue cet après-midi. Les choses sont peut-être générales, mais elles sont aussi particulières. D'accord. C'était un micro-trottoir, hein. Oui. Micro-réponse. Micro, c'était plus le fait que je tende le... Bon, je vais appeler ça un magnéto-trottoir, comme ça sera plus simple. Je vous voyais réagir. Est-ce que l'une de vous veut réagir à la... Moi, je voulais juste dire que c'était, pour moi, c'était par curiosité aussi. C'est-à-dire que je pensais qu'on était plus là pour trouver peut-être des solutions à petite échelle, plutôt que des revendications contre des choses. D'accord. Et donc... C'est très clair. Oui, non, mais chercher des solutions, donc un débat peut-être. Voilà. Et vous n'avez pas forcément trouvé ce que vous pensiez ? Non, parce que je trouve qu'il y a, c'est un peu les mêmes choses qui sont dites, oui. Et il n'y a pas de solution, même à petite échelle, qui ait pu en émerger. Il y a que des revendications en fait. Ok, oui, effectivement. Contre quelque chose. D'accord. Là, c'était plus contre quelque chose. Alors que je pensais, enfin j'espérais que ça serait plus des rencontres de personnes et essayer de trouver des solutions. D'accord, ok, oui, plus avoir un débat construit qui permette d'aboutir à des solutions, peut-être même à un programme entre guillemets, mais à des choses où on dit on aimerait que telle chose soit faite, etc. Voilà. Pour régler tel problème. Plus concrète. Voilà, d'accord. Peut-être quelqu'un d'autre, peut-être ? Oui, moi je suis venue aussi pour voir parce que je trouve que je pense qu'il se passe quelque chose d'important par rapport à ce ras-le-bol général et pas uniquement contre la loi El Khomri. C'est plutôt pour essayer de dire que là actuellement dans le monde et en France aussi, il y a beaucoup de choses qui vont mal, au niveau politique, au niveau social. Et en fait, alors moi, contrairement à toi, je pense que je suis pas sûre qu'on trouve des solutions tout de suite. Et pour trouver des solutions et construire des choses ensemble, il faut déjà se parler. Et peut-être que les gens redécouvrent à travers de telles manifestations la possibilité de se dire des choses et de se parler.
Et on n'est plus simplement là pour écouter avec les méthodes pédagogiques des politiciens, mais plutôt pour se parler, apprendre à dire des choses, peut-être la même chose, mais déjà c'est bien de renforcer des idées et après on construira, j'espère, voilà, ensemble. Autre chose, mais dans un temps peut-être plus long et plus... Je pense qu'il va falloir du temps pour que les gens arrivent, parce qu'on n'a pas tous les mêmes idées, on vient pas tous pour les mêmes raisons. Alors même si le premier mot d'ordre c'est contre la loi El Khomri, ça je crois qu'elle rassemble assez pour le contre, mais on n'est pas forcément là avec les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes histoires. Déjà se re-rencontrer à nouveau, et c'est là où on part du général pour refaire peut-être du particulier, et en redonnant du particulier, on arrivera aussi à du général. J'essaye au cas où. Peut-être ? Non, absolument. Non, peut-être ce qui était important ce soir aussi, c'est de voir qu'il y avait des personnes très âgées qui sont intervenues, qui ont raconté des choses, des enfants qui sont intervenus en disant mais pourquoi il n'y a pas de travail pour tout le monde ? Pourquoi tout le monde ne mange pas ? Pourquoi Et moi ça me semble important dans ce que tu disais aussi, avant de pouvoir construire quelque chose, il faut pouvoir se parler. Sinon, ça veut dire qu'on entre dans un schéma très déjà établi. Or là, c'est effectivement la première nuit debout à Bordeaux. Donc tout est à construire et la maison, elle est pas stable. Il faut les fondations avant les fondations, oui. Et est-ce que les fondations, dans ce cas-là, ce ne sont pas les questions, par exemple, qu'ont pu poser ces enfants ? Pourquoi il n'y a pas de travail pour tout le monde ? Pourquoi tout le monde ne mange pas à sa faim ? Avant peut-être de passer sur les revendications, mais d'abord de se poser les bonnes questions et ensuite de pouvoir essayer de trouver des solutions. Peut-être de poser... Moi j'ai l'impression que ce soir c'était des constats qui étaient posés, des constats aussi de quelqu'un qui disait il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de rêver et il faut que ce temps-là on l'ait. Et là dans ce qui se passe ce soir, c'est ce qui est en train de se poser, de se déposer. C'est on prend le temps. Important, c'est la rencontre effectivement avec nous on est salariés, on connaît le monde du travail, on l'a vu évoluer, on l'a vu se dégrader énormément. On parle aujourd'hui de plus en plus de souffrance au travail, c'est quelque chose qu'on n'abordait pas avant, avec des lycéens et des jeunes qui eux ont une image très négative du travail et n'ont pas envie d'y aller justement avec la loi El Khomri, qui disent moi j'ai pas envie de faire des études pendant des années pour gagner le SMIC et pour m'emmerder au boulot. Bon, je vais le dire comme les jeunes. Après, oui. On en a une, on va peut-être lui demander si elle confirme. Je sais pas trop. J'aurais essayé. Elle ose pas. Voilà, après je crois qu'il faut redonner des valeurs. Et ces valeurs-là, on les a perdues parce qu'on a voulu trop uniformiser, enfermer. Tout est défini, tout est transcrit, tout est traduit. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui il y a des constats. J'espère que demain il y aura des questions. Je suis d'accord avec vous, c'est important de se questionner. Mais ce que permet ces rencontres, c'est la fonction polémique qui construit aussi les échanges, les débats, les positions, les réflexions. Et il faut que les gens aient envie de réfléchir et de réagir. Et ça, je crois que c'est ce que permet ces moments d'échange. Ce que permettent, ces moments d'échange. C'est pas, ça passait très bien aussi. Une autre réaction peut-être ? Non, c'est bon. Ben, je vais vous remercier d'avoir été les premières à intervenir. Et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Peut-être une bonne fin de nuit. Bonne continuation. Au revoir. En fait, donc nous continuons donc avec deux messieurs, dont un qui a la gentillesse d'être mon oncle. En famille, c'est tellement mieux. Alors, nous allons commencer avec Benoît. Donc Benoît, si je peux simplement te présenter. Donc voilà, moi je m'appelle Benoît Robin, je suis ouvrier, charpentier. Producteur de richesse primaire, me semble-t-il. Je crée de la richesse à l'état brut, on va dire. Je suis venu aujourd'hui aux Nuits debout pour dire mon mécontentement face à la société. La société qui met au centre de la société, nous avons l'argent. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est un réel problème. D'abord, j'ai parlé d'argent, mais on parle de dette. C'est-à-dire qu'au centre de la société, nous avons la dette et pas l'argent. Et il me semble que nous devrions remettre au centre de la société l'humain. Nous sommes des êtres humains. L'humain est plus important que le morceau de papier qui signifie l'argent et qui est en réalité une dette.
Voilà. Voilà réellement ce que je pense et pourquoi je suis venu ici, pour essayer de faire avancer le système. Donc, juste, on va Voilà. présenter le... Voilà, alors je m'excuse pour le son qui malheureusement est un petit peu compliqué. Les flics qui font du bruit dans le fond. Oui, le son, ce sont les flics qui font du bruit dans le fond. Dominique. Alors moi, je suis ici parce que j'estime que la démocratie représentative a fait son temps et donc il faut en sortir. D'accord. Très bien. Alors, on va commencer. Benoît, alors si tu peux nous expliquer, donc tu nous as expliqué pourquoi tu étais là. Si tu peux nous donner ton avis par rapport donc, à la loi El Khomri, qui est l'une des raisons, je pense, pour laquelle tu es là ce soir. Si. Pour moi, la loi El Khomri n'est qu'un déclencheur en réalité des problèmes de société. C'est-à-dire qu'en étant ouvrier, je crée une richesse, mais je n'en touche pas un quart. C'est-à-dire, je crée des maisons, je crée des habitations, je crée de la richesse réelle, mais je ne touche pas le quart de ce que je crée. Et là, je ne comprends pas. D'accord. Très bien. Attends, juste, on va profiter de l'accalmie pour continuer. Ouais, donc il me semble que je disais donc qu'il fallait remettre l'humain au centre de notre société, que je crée en tant qu'ouvrier de la richesse réelle en réalisant des maisons, du bien matériel, on va dire, du bien matériel, et que il me semble ne pas toucher la réalité de la création que je crée. Je voudrais il est normal de créer du bien commun, ça me semble évident, mais il me semblerait plus évident que le bien commun soit mis à disposition de tous, qu'on puisse donner notre avis sur le bien commun. Voilà. Aujourd'hui dans notre société, le bien commun, et on est parti en guerre par exemple, je devais donner un exemple, on est parti en guerre sans demander l'avis d'aucun Français. Je connais aucun Français qui a un problème avec un Syrien. Partons, on est parti en guerre contre la Syrie, mais je ne connais aucun Français qui a un problème avec un Syrien. Ça représente pour moi bien le système de nos impôts qui... Bon voilà, je m'exprime peut-être... c'est pas forcément judicieux. Sur le fait qu'on soit en guerre avec la Syrie. On n'est pas en guerre avec la Syrie. On est en guerre contre Daesh. On est en guerre en Syrie, pas contre la Syrie. Tu as raison de me reprendre, tu as tout à fait raison. Eux par contre, on a une raison d'être en guerre contre eux à la limite. Contre Daesh. Oui. Après voilà, après on est dans des... Après c'est des débats où on peut passer beaucoup de temps, qui a créé Daesh, etc. Moi je pars du principe que nous sommes soi-disant entre guillemets dans une démocratie. Dans une démocratie, le peuple a au moins son mot à dire. Même s'il n'a pas le pouvoir constant, il a au moins son mot à dire. On est parti en guerre sans nous demander notre avis. On prend mes impôts, comme les impôts de tous les citoyens. On fait des investissements et on fait des choix sans demander l'avis des citoyens, qui me semble être évident. Je pense que nos impôts, on devrait les utiliser pour le bien commun, comme l'énergie libre, comme de nombreuses choses comme l'énergie libre. On devrait créer du bien commun pour la communauté, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et ça me semble la base de notre système. Le bien commun devrait être remis au centre et l'humain avec le bien commun au centre. Voilà. Alors, après s'il vous plaît. Vous nous expliquez que vous étiez peut-être... que vous pensiez que la démocratie représentative avait été arrivée en fin de course. Vous pourriez développer. Non, je pense que la démocratie représentative, au jour d'aujourd'hui, et sans doute même avant, n'a jamais été démocratique. D'accord. Pour une raison... Pour une raison que les élus ne font que ce qu'ils veulent et non pas la volonté, ce pourquoi ils ont été mandatés. D'accord. Oui, à la limite, vous seriez plus pour un mandat arrêté pour tel type de décision et de devoir et que le mandat soit redonné. Carrément comme au temps des Grecs, hein, le vote. D'accord. Par tirage au sort. Oui. Ah oui, que les représentants soient tirés au sort et que ça permette à chacun de devenir représentant. Ça serait pas pire qu'aujourd'hui.
Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas entièrement faux, effectivement. Mais alors, plus spécifiquement par rapport à la loi sur le travail, est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous comprenez? C'est un faux problème. Pourquoi? C'est une vraie question là par contre. C'est un faux problème parce que depuis qu'il y a le gouvernement Hollande, ils ne font que nous balancer des faux problèmes. Que ce soit le mariage homosexuel, ou que ce soit, oui pour tous, il y en a qui disent. Après, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Enfin, il y a tout le temps eu des débats, entre guillemets, de société qui leur ont permis, pendant ce temps, de faire ce qu'ils voulaient. Alors actuellement, nos amis, là, il y en a beaucoup qui ont tourné autour de ça, des missions du gouvernement, des missions des parlementaires. Vous savez que ce n'est pas légal. Oui. Tant qu'on est en état d'urgence, on n'a pas le droit de dissoudre le Parlement. Oui, le gouvernement ne peut pas démissionner tant qu'il est en état d'urgence. Bon, voilà. Donc la loi commune et tout ça, c'est de l'enfumage. Oui, effectivement, oui. Bon, voilà. Ok. Donc, mais alors, donc, c'est un faux problème, mais... Ils savaient au début qu'elle ne passait pas. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, on a prolongé l'état d'urgence. Et ça, personne n'en a parlé. Si, oui, enfin, voilà. On a soulevé une fois de plus un faux problème sur lequel les gens ont réagi comme des imbéciles à chaud. Il y a la loi Khomeini, personne n'a jamais pensé qu'elle n'est pas faite pour passer. Elle est faite pour permettre à l'État, aux nos élus, de prolonger l'état d'urgence. Point. Est-ce que vous... Il me semble que cette idée est réfléchie. Elle me semble intelligente, mature. Et je me sens déstabilisé par une réflexion pareille parce qu'elle est loin de la mienne d'ouvrier. Hein. Je rappelle que je suis ouvrier. J'admire des réflexions aussi larges et j'admire que des gens puissent avoir des réflexions bien plus larges que la mienne. Et voilà, tout simplement, bravo pour ton analyse qui est peut-être erronée, qui n'est que la tienne, mais qui me semble judicieuse et réfléchie. Et bravo de réfléchir et d'être judicieux dans ta réflexion. Voilà, bravo. L'important, c'est d'être un faiseux, c'est pas de réfléchir. Faiseur. On dit faiseux. Faiseur, oui, tu peux traduire faiseur. J'en ai oublié la question que je voulais poser. On est bon, Mince. Je vais y arriver. Il y en a un qui nous rejoint là. J'ai mon cousin qui est très politisé, qui aura beaucoup de choses à apporter si vous voulez. Pas de problème. Il arrive là d'ici 2-3 minutes et il pourra encore élever le débat avec, des perceptions encore différentes. Mais moi je trouve que ce qui est intéressant dans la discussion que nous avons, on a un ouvrier, on a une personne d'âge mûr qui a quand même vécu, qui a des connaissances, qu'un ouvrier de 30 ans ne peut pas avoir, parce qu'il n'a pas le vécu et l'expérience d'une soixantaine d'années. C'est important de dire les choses. Bien sûr que les générations, pour avoir eu 20 ans et en avoir 30 ans aujourd'hui, je comprends bien que 10 ans de vie changent la perception des choses. Voilà. Je suis bien d'accord. Donc je vais juste proposer de faire une petite coupure et d'attendre donc votre cousin. Il va se présenter. Alors nous allons reprendre, en profitant une nouvelle fois de l'accalmie, avec donc un nouveau participant. Léonard, est-ce que tu peux simplement te présenter en quelques mots? Oh là, mais c'est très formel tout ça. Alors, qui suis-je? Léonard, donc du cœur à l'orage, artiste à ses heures perdues, rappeur, chanteur dans des groupes de rock disparates. Et alors sa prochaine parution, c'est où? Il va falloir attendre que les albums sortent là. Il va falloir attendre 6 ou 7 mois avant les prochaines scènes. Attends, c'est pas le sujet de ce soir. Et qui suis-je? Quelqu'un qui s'est éveillé assez tôt à la politique, vers 19 ans. Quelqu'un qui, je pense à ce que les sociologues disent,
l'esprit anarchiste, c'est-à-dire qui touche une dizaine de pourcents de la population, c'est-à-dire la réflexion, enfin la philosophie critique, quelque chose qui m'a beaucoup mené, quoi. Je me suis beaucoup remis en question et du coup un peu, très motivé dans un premier temps, très très activiste et dans un deuxième temps très défaitiste, on pourrait dire, déçu de tout ce qui se passe. J'attends que la lumière arrive de quelque part et qu'un changement soit enfin possible, mais c'est pour voilà. faire profil bas. C'est pour me donner un petit côté vieille France que je prône de plus en plus parce que mes lectures en ce moment m'amènent vers... Finir royaliste. Pas loin, pas loin. Mes lectures en ce moment m'amènent vers la fin du 19e et le début du 20e où je me rends compte concrètement que la population était extrêmement plus unie, extrêmement plus cultivée, extrêmement plus... Je suis pas forcément d'accord. Plus politisé, dans le sens cultivé, évidemment il y avait beaucoup de paysans, etc. Beaucoup moins de gens avaient accès aux études, mais les médias qui sont actuellement présents et qui abrutissent énormément la population n'existaient pas à l'époque. Donc évidemment on avait quand même une population qui dans l'ensemble se menait moins au doigt et à la baguette par les grands banquiers, etc. Et qui... Beaucoup plus, pas au doigt et à la baguette par les banquiers, mais parce qu'il fallait bouffer. Primum vivere, deinde. La fameuse formule de Marx, il est bon de donner des droits à l'homme, mais le premier droit c'est la dignité et de pouvoir avoir une subsistance. Oui, mais enfin, on n'en est pas là. Oui, non mais si la personne ne peut pas manger, ça lui fait une belle jambe d'avoir des droits à la limite. C'est ça. Et tu peux me rappeler, le mineur Laura en 1905, combien d'heures il travaillait? Alors justement, On est là, toujours là. 12 heures par jour 12 heures. Il y avait 12. C'était la semaine 8. C'était la 18. C'était la semaine de 50 heures, mais là on revient à la semaine de 50, c'est 70 heures. Hein. On en revient à la semaine de 60 heures maintenant avec la loi la Khomri. possibilité, Oui, mais 60 heures, ça commence par et une possibilité. d'être payé 60 heures. Ça se Il ne faut pas non plus déformer. Oui. De toute façon, là par contre, c'est le légiste qui va parler. De toute manière, à partir du moment où la personne bosse 60 heures, tu lui payes 60 heures. Ou alors tu lui rends 16 heures et il a des jours de congé. Mais Pour l'instant, tu as raison, mais on peut payer 60 heures à 4 €. Nos sous-sols. Non, il y a un SMIC. Il y a le SMIC. Il y a un SMIC horaire. Le SMIC horaire, donc c'est un SMIC horaire, on est d'accord, hein, c'est un SMIC par rapport à un taux horaire. Qui doit être aux alentours en net. La personne peut être mensualisée. Oui. Non, mais quand. Taux horaire 60 heures, si on touche le SMIC à 60 heures, je veux dire, au final, on touche. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque je dis qu'il y a un SMIC, c'est qu'on peut pas payer quelqu'un en dessous du SMIC en France. Pour l'instant, Oui. Enfin, sauf le stagiaire. Un salarié français. Oui, sauf stagiaire. On aime bien prendre exemple actuellement sur l'Angleterre et sur l'Allemagne, qui sont soi-disant les modèles économiques à suivre. Or, en Allemagne, actuellement, il y a la possibilité d'être payé largement en dessous du SMIC horaire. Il y a pas des salariés étrangers. Effectivement. Qui dont l'entreprise a un siège social à l'étranger. Grâce à cette fameuse directive Bolkestein qui a fini par passer par-dessous la table, vu qu'elle ne pouvait pas passer de face, effectivement, maintenant, on a des Roumains qui sont payés 400 € et qui travaillent quasiment que sur le territoire français. Donc, ce qui est possible, de toute façon, on sait très bien quelle est la vision des entrepreneurs et que c'est le MEDEF actuellement qui fait sa politique. Donc, si ils ont la possibilité de réduire les salaires, ils le feront et ça se fera petit à petit. On voit très bien qu'on essaye de manger tous les acquis sociaux, doucement mais sûrement, et que pour cela, évidemment, on en passe par le terrorisme, des soubresauts de dictature qui petit à petit s'imposent. Donc moi je voudrais rappeler toujours que je suis un jeune homme ouvrier et qu'en tant qu'ouvrier j'ai eu un patron à 18 ans qui me parlait déjà il y a 10 ans de monter une entreprise en Roumanie pour pouvoir faire venir des Roumains et donc gagner de l'argent sur le dos des Roumains qui étaient payés un SMIC comparé à moi, donc un écart quand même on va dire d'à peu près 800 €. Donc encore dans le but du profit, voilà. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure.
le profit et l'argent au centre de la société. L'argent, entre guillemets, la dette au centre de la société. Voilà. Il y a 10 ans, c'était déjà comme ça. On prévoyait déjà les patrons français, de petites PME, envisager, pour s'enrichir, d'exploiter les pays européens alentours parce qu'on en avait la possibilité. Voilà. Et j'ai travaillé notamment sur le chantier de Turboméca à Bordes, à côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et par exemple, toute la partie verrière du chantier a été posée par des Roumains. Ça me pose aucun souci. Simplement, humainement, ça ne me pose pas de souci de partager. Mais dans une société où les enjeux financiers sont là, on a quand même un souci, quoi. Je veux dire, comment privilégier un ouvrier qui va être payé moins d'un pays à côté, alors qu'en France, on ne peut pas payer le travail des ouvriers. C'est quand même assez terrible. Voilà, c'est, je pense, des questions à se Il faut poser. voir le problème des autoroutiers actuellement qui gueulent et qui font des blocages, tout simplement parce que, comme l'a montré un reportage assez récent là, sur France 2 de la fameuse Élise Lucet, aujourd'hui, les 3/4 des autoroutiers, même peut-être plus, qui sont des autoroutiers français dans le sens qui travaillent en France, ne sont plus français et sont principalement des étrangers d'Europe de l'Est, payés au lance-pierre. Et ce qui s'applique dans un... Des chauffeurs de camions. Ouais, des chauffeurs de poids lourds, ouais. Autoroutier, je ne comprenais pas. Ah oui, d'accord, effectivement. Et ce qui s'applique pour l'instant sur un métier peut très bien s'appliquer sur d'autres petit à petit. Évidemment, certains secteurs sont plus protégés actuellement, mais tout est possible. Mais après, est-ce que, là, je finis vite fait, est-ce que l'intérêt de ce débat va être finalement... de faire ce que Mélenchon ferait, ce qu'on peut entendre pendant toute la journée dans cette fameuse nuit debout, ou journée debout d'ailleurs, avec plein de critiques sur le système qu'on rabâche en permanence et qui sont faciles et qui sont évidentes. Ou est-ce que l'intérêt finalement de ce débat va être d'analyser un petit peu ce mouvement, d'en voir les limites ou les possibilités et voilà, de savoir où ça peut mener et qu'est-ce qui lui manque sûrement, à mon avis aussi. Alors donc, on va partir là-dessus. À ton sens, est-ce que tu es venu à la première manifestation Nuit debout à Bordeaux, et est-ce que tu es venu pour une chose en particulier, et est-ce que ça peut être un débat, ça peut être d'avoir de la pédagogie sur qu'est-ce que la loi, etc. Et est-ce que tu as reçu ce que tu attendais, ou est-ce que tu n'as pas forcément vu ou entendu ce que tu attendais de cette manifestation? Alors, la question, me poser cette question, ça va être un peu compliqué. Je voudrais pas paraître prétentieux dans la façon d'y répondre. C'est-à-dire que, comme je disais, je pense être assez bien informé sur beaucoup de sujets. Et de ce que j'ai entendu dans cette soirée, c'était pour moi du rabâchage ou des choses évidentes, voire un petit peu même, on pourrait dire, du penny oui-oui, c'est-à-dire de la pensée pacifiste, de la pensée... de la pensée facile, enfin c'était un peu tiré sur des ambulances. Vas-y. Donc pour ma part, en tant que, encore je répète, ouvrier, pour toujours me situer, qui est aussi donc une culture, on va dire, limitée, il me semble que les assemblées générales sont importantes pour communiquer l'information. Tout le monde n'a pas accès à l'information réelle. Et il me semble que le fait que chacun puisse s'exprimer dans l'optique de chacun est une très bonne chose. Que l'on puisse se regrouper sur des places publiques pour pouvoir exprimer notre avis chacun. Et il me semble que c'est la base de la démocratie. Alors, on va mettre simplement une règle quand on est plusieurs. Pas de messe basse sans curé.
Et même si je vais peut-être un jour porter une robe noire, je ne serai pas curé. Oremus, nom de Dieu, Oremus. Nous allons... T'as pas de tentation pour les petits-enfants, bon, c'est sans intérêt. Non, c'est facile. Les jeunes filles diront-nous, mais je sais qu'elles sont majeures. C'est plus amusant. Il y a plus de répondants à la limite. Voilà, sinon c'est trop simple. Mon Dieu, c'est horrible, qu'est-ce que je suis en train de dire. Nous allons continuer donc une petite... voilà. On va pas avoir droit à l'entracte avec les glaces. L'autre chose que je disais quand je suis arrivé à mon cousin, et qui à mon avis est assez important d'analyser, c'est que on est dans un univers dans un univers plutôt tourné vers l'extrême gauche, il faut le dire, donc plutôt, comme je disais, vers cette pensée pacifiste. Dans le cadre des Nuits debout. Dans le cadre des Nuits debout, effectivement. Non, il parlait du gouvernement français. Non mais au cas où, j'avais un doute. Hein. Oui. J'avais pas trop l'impression, mais bon... On va pas mélanger les débats, mais il y a effectivement beaucoup d'échanges, mais c'est aussi beaucoup de gens, alors soit qui ont envie de parler, donc certains qui ont envie de passer au micro, d'être devant la scène, d'autres qui ont envie de parler, effectivement, et surtout envie d'être écoutés, quoi. On s'écoute énormément parler dans ce genre d'événement, et pour se sentir vivre un petit peu, pour se sentir pour évidemment imaginer qu'il y a un petit espoir, se sentir représenté, comme il disait tout à l'heure, pour s'encourager les uns les autres. Mais il y a peu de choses dites qui sont vraiment constructives. Il y a peu de choses dites qui sont vraiment critiques. On n'essaye pas d'identifier l'ennemi. On n'essaye pas d'analyser vraiment quelles sont ses possibilités d'attaque et du coup quelles sont les possibilités de contre-attaque. Et on reste effectivement, comme je disais, dans cette pensée pacifiste. On oublie de se rendre compte qu'on a un ennemi qui est extrêmement nocif, extrêmement agressif, et que des fois il faut savoir trouver des moyens de sortir du pacifisme sans rentrer non plus dans la violence totale, pour aller provoquer cet ennemi, pour aller le déstabiliser, parce qu'on se rend bien compte, justement, les agriculteurs se rendent compte, les camionneurs se rendent compte que il n'y a que la violence quasiment, enfin une certaine violence, puisque c'est dans les blocages d'autoroutes qui trouvent leur façon d'agir violemment, mais il n'y a que la violence que le système actuel comprend. Donc à un moment, on est entre jeunes beaucoup, la moyenne d'âge c'est entre 18 et 25 ans principalement, qui sont... Je pense qu'autour de la table, on fait drastiquement monter la moyenne d'âge. Certes. De 30 ans minimum. Hein. Mais quand on voyait les... J'en ai 25. Oh le genou quoi. Quand on voyait les 300 ou 400 personnes assises en face du micro, c'était quand même très jeune, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui n'ont pas connu le salariat, qui sont pas directement confrontés aux véritables problèmes actuels. Mais est-ce qu'on peut comprendre que toute cette population assez jeune, qui n'a effectivement pas connu le salariat, qui n'est pas ouvrière, qui n'est pas... et aujourd'hui peur et une peur, une appréhension de ce monde du travail qu'on voit beaucoup du point de vue de l'étudiant ou du lycéen comme un monde de loups qui est prêt à manger le petit agneau frêle et inoffensif qui arrive avec des grands yeux ouverts, tout gentil et tout naïf. Je pense qu'ils ont bien sûr raison d'avoir peur, et je pense qu'au-delà de la peur, on est quand même... c'est clair et net qu'on est là dans une petite association d'étudiants qui ont quand même conscience déjà de premiers problèmes au niveau un petit peu dictatorial que le système commence à imposer, au niveau d'un système très policier aussi, et effectivement des problèmes qu'ils vont rencontrer plus tard dans la vie active. Mais et même aussi, surtout, ce qui était le plus intéressant finalement dans cette réunion, dans cette nuit debout, c'est la critique sur les médias, la critique sur la société de consommation. On a des jeunes qui sont quand même déjà éveillés à ce genre de choses, et c'est très intéressant. Chirac vendait l'humanité à vos âges. Pour ma part, je dirais qu'il me semble un petit peu je trouve que de porter un jugement sur le mouvement Nuit debout alors que c'est notre première Nuit debout,
un peu prématuré de porter un jugement dessus, c'est-à-dire qu'il est normal dans un premier temps que chacun puisse s'exprimer. Je pense qu'on va se structurer au fil des nuits, au fil du temps qui va passer, et il me semble logique d'être déstructuré dans le départ. Je pense et j'espère que nous allons nous structurer au fil des nuits et des jours à venir. Et je me battrai pour ça, voilà. Et il me semble que de poser une critique négative dessus, c'est intéressant, mais les choses ne sont pas définies, voilà. Elles sont en pleine évolution. Je vais faire l'extincteur de service. Moi, je suis venu ici pas obligatoirement dans la motivation obligatoirement de participer, mais déjà dans la volonté de voir. Et non, ça m'intéresse pas. Je suis plutôt là pour écouter, pour analyser et pour me rendre compte de l'évolution des choses. Et il faut être conscient d'une chose, principalement, c'est que j'étais pas là cet après-midi, on m'a dit qu'il y avait 1500 personnes. 1500 personnes, c'est rien. Ça reste, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'un certain point de vue et c'est rien d'un autre. Moi, j'avais parié pour 300. Vous avez perdu votre pari. À la fin, on était 300. Si on cumule le total de chaque groupe de manifestants dans chaque ville, on arrivera peut-être je vais extrapoler, mais peut-être on arrivera à 20 000 dans le pire des cas, peut-être 30 000. Bon, c'est sûr que comparé à la population française, c'est très peu. Mais il me semble que c'est un début de révolution, un début de gens qui en ont marre. Il me semble que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération. C'est important de prendre en considération les gens qui sont révoltés, indignés et qui cherchent un changement, qui en ont marre du fonctionnement actuel des choses. Donc peu importe la quantité, il y en a qui focalisent sur la quantité. C'est vrai que la minorité que nous sommes ne pourront peut-être pas changer les choses, mais c'est un départ. Voilà, il faut partir sur quelque chose. Il y en a qui ont plus d'expérience que moi dans le domaine de la remise en question du gouvernement, peut-être dans l'activisme politique, mais il me semble qu'il faut commencer quelque part, et commencer petit, c'est déjà commencer quelque part. Très bien. Peut-être quelque chose à ajouter ? Non, c'est bon ? Oui, si, peut-être rapidement. Je pense que, pour s'inscrire en faux, c'est pas le premier mouvement dans ce style-là. Effectivement, il disait on peut peut-être atteindre 100 000 participants à l'échelle nationale en élargissant peut-être un petit peu la réalité. Quand on voit qu'une manifestation contre le mariage pour tous, ça fait 2 millions de personnes et que pourtant ça n'a pas mené à grand-chose, on voit déjà l'écart qui persiste d'une action possiblement effective. 84 pour l'école privée. C'était plus d'1 million à Paris. Oui. Mais pour les écoles privées, la subvention. Voilà. Oui, non, mais c'était. Je crois que c'est l'une des rares fois. Depuis la guerre. Je crois que c'est l'une des rares fois où mes parents ont manifesté. Alors. C'est différent parce que c'est un débat de clivage de société. C'est pas un débat unificateur. Ça fait partie de toutes ces choses qu'ils ont créées pour nous enfumer, pour parler d'autre chose. Ouais, ce qui est intéressant aussi de voir, effectivement, c'est que c'est les étudiants qui descendent dans la rue, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur au gouvernement. Il a très peur de la jeunesse. Donc il y a ce côté, effectivement, très intéressant dans ce mouvement. Par contre, on peut se souvenir que les étudiants sont déjà descendus pour le CPE à l'époque. Certes, ils ont réussi à repousser le CPE, mais ça faisait peut-être un petit peu le jeu à l'époque de Sarkozy qui voulait mettre dans la mer de Villepin à travers cette manifestation. On peut même penser qu'elles ont été un petit peu commanditées. Et là, on voit que les étudiants qui n'ont pas bougé depuis le CPE, quasiment, bougent à nouveau pour une loi encore sur le travail, alors que logiquement, c'est les moins touchés directement par les lois sur le travail, puisqu'on rappelle, ils ne sont pas salariés, etc. Donc il y a une question à se poser. Là, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont salariés, sont étudiants salariés. Par des petits boulots, par des... Il y en a beaucoup, mais sur le travail des travailleurs.
Ils financent leurs études. Il y en a beaucoup, mais après je suis pas devin, mais je pense que dans la masse d'étudiants que j'ai pu voir ce soir, je suis pas sûr que ça soit énormément ceux qui vont faire des petits jobs à McDonald's, etc. C'est plutôt fac de sociaux, 20 heures de travail et puis le reste du temps qui roulent un peu leur boss, qui roulent aussi des mécaniques, heureusement, ils font pas que ne rien glander. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une question de fond à se poser sur le fait que pourquoi les étudiants bougent à chaque fois sur des lois pour le travail. Aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé dans cette manifestation, la première personne à qui j'ai parlé m'a informé sur le fait que c'était pas spontané comme manifestation, qu'il y a 4 associations, dont des syndicats qui ont été appelés ou à qui on a proposé pour organiser cette manifestation. Encore une fois, il faut souvent se méfier de tout ce qui vient des associations, des syndicats, et on se demande dans quelle mesure le gouvernement, qui a l'habitude de créer un petit peu une opposition légère pour donner cette impression de transparence, comme c'est vrai dans les médias aussi, je parlais de l'émission d'Élise Lucet qui permet de créer cette impression de transparence. Est-ce que effectivement ce mouvement finalement n'est pas toujours dans cette volonté de donner l'impression qu'il y a une contradiction, mais légère, contrôlée, donc dormez sur vos bonnes oreilles, sur vos 2 oreilles, braves gens. Vous êtes quand même représentés, vous avez le droit de gueuler un petit peu, vous êtes même libre de gueuler parce qu'on a une impression de liberté, mais finalement Ça s'arrête là. Voilà, on sait très bien que ça n'ira sûrement pas beaucoup plus loin, que le mouvement va sûrement s'essouffler encore une fois, même si j'espère que non. Mais ça ressemble beaucoup ont dit sur internet que ça ressemblait au mouvement des indignés. Or le mouvement des indignés, qu'est-ce que ça a donné au final? Pas grand chose, alors qu'il y a beaucoup de gens. C'est pas fini. C'est pas fini. Et donc on finira sur cette belle parole d'espoir pour le futur. Ce n'est pas fini, la lutte continue. Parfait. Rien. Je vous remercie. Et puis nous on va s'arrêter là du fait des moyens techniques autour de nous. Voilà. Merci à tous et on se retrouve très vite pour la suite de cette émission. Au revoir.